y avait les bazookas quand l'hiver on voulait plus ou autre. Il y avait des dessinateurs comme Gillon que j'avais connu petit qui voulait repartir à zéro. Il y avait ce fou poète magnifique des Charlie Schlingo à côté de Jean-Michel Nicolet qui faisait des livres pour enfants et à qui j'ai fait découvrir le diable. Et puis après, il n'a fait que des diables toute sa vie. Mais les diables étaient en lui, c'est lui qui ne voyait pas qu'il avait le diable en lui. Et puis après, je trouve que tout ce petit monde s'est un peu endormi. C'est un peu endormi parce que les enfants des enfants de ces gens-là ont tous un peu appliqué des recettes. C'est-à-dire qu'il y avait la bande dessinée des années 60, ok, on la balaye, on fait un journal tout à fait différent. En gros, tout ce qui est bizarre, étrange, science-fiction se vend dans le monde entier. Tout ce qui est drôle se vend en France et en Belgique. Parce que l'humour, c'est très dur à exporter. Mais enfin, je suis content de l'avoir fait. Margerin, par exemple, il voulait faire que des petits vieux. Ce n'est pas moi, c'est Philippe Manœuvre qui lui dit, le mec au fond là-bas avec une banane, tu pourrais peut-être l'avancer un peu. Et il est passé de 5 000 à 100 000 exemplaires. Et puis tout doucement, ça s'est érodé. Et puis un jour, il a fait vieillir son personnage, comme lui, et c'est reparti. Alors, le successeur, on va dire que c'est... Ah, j'ai oublié de dire un truc, j'étais frustré. J'étais frustré parce que j'étais auteur et éditeur. Alors quand l'éditeur faisait son boulot, eh ben, l'auteur il finissait pas l'histoire pour Mandrika. Quand l'auteur faisait l'histoire pour Mandrika, ben, l'éditeur s'occupait pas bien du journal. Et je dis ça parce qu'il y en a un autre à côté qui est un peu dans le même cas. Et puis j'ai vu arriver des éditeurs qui avaient plus, ça ressemblait plus à rien. C'est-à-dire que à mon époque, Casterman c'était un style, Dargaud c'était un style, Glénat c'était un style. Bref, on pouvait choisir et c'était une ligne. Maintenant, il y avait 300 bouquins par an, voilà. Je parle de bouquins cartonnés lavables, vous savez, pour les enfants qui bavent, là, le Astérix. Et puis on est passé à 7000 bouquins. Bon, il faut vous dire qu'il y en a 6500 que vous verrez qu'en solde et encore si vous avez de la chance. Au pilon. Et le successeur, pour moi, les successeurs, eh bien, ils ont choisi la voie royale du tirage réduit, mais qui s'adresse à des gens qui veulent vraiment. Et les successeurs, ils n'ont pas choisi. Hein. C'est comme ça. C'est l'époque qui a changé. Si on m'avait publié, moi, j'aurais pas fait le métal violent. Je serais resté un pilote. Vite, en coca. Parce qu'en fait, l'histoire est simple. C'est que moi, j'étais très heureux de débuter à pilote. Mais comme on me prenait de l'histoire tous les 6 mois, je me suis dit, je vais faire mon journal. Et c'est comme ça que ça commence. Lui, si on lui a fait un pont d'or pour faire la une du Monde toutes les semaines, peut-être qu'il la ferait. Hein. Non. Non, très bien. Il est plus malin que moi. Non, alors, n'importe comment, si je fais ça, je c'est bois aussi mon coca à cause de et toi. Je tiens à préciser. Ouais, mais on va justement, pendant que je bois mon coca, on va même. demander juste à Paquito Bolino pourquoi ses parents, les Bolino, l'ont appelé petit Paco. Voilà. Parce que je suis un pervers, tu as eu la réponse tout à l'heure, je suis trop hétéronormé. Et donc on m'a appelé Paquito parce que j'avais des petites bites. C'est ce qu'on aurait dit peut-être Arte quand il parle de Giroud. D'abord je m'appelle pas Paquito, je m'appelle pas Christophe. C'est ça la réalité. Voilà. Et on sait que tous les éditeurs c'est des Parisiens. Hein. Bah non, toi non. Ben, moi j'habite à Paris. Moi j'ai découvert le dessin, l'art par les pochettes de disques et dans mon village en Camargue. J'allais à la librairie du coin et là je pouvais trouver Elvie France quand j'avais 14 ans. Je pouvais trouver Metal Hurlant, je pouvais trouver Rigolo, le Hero Rock. Enfin, j'écoutais la musique, c'était le paradis. Je pouvais trouver dans mon village des trucs qui ont changé ma vie. Quoi. Après, je suis allé au Boulevard d'Armagnac parce que je voulais faire de la BD. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ils ne voulaient pas que je fasse de la BD parce que je ne voulais pas faire de la BD. Je voulais faire du dessin, qui fasse du bruit comme de la musique. Et c'était déjà ce que je trouvais dans ce que vous éditez à l'époque. Et en fait, après, ben, j'ai découvert la sérigraphie. Après, je suis venu à Paris parce qu'à l'époque, il y avait les graphines qui démarraient à Paris. Il y avait la vague avec les zones sorties, tout ça. Il y avait à la part l'atelier où j'ai travaillé, et c'est là que j'ai découvert la sérigraphie, mais c'est là que j'ai découvert aussi que c'était un monde qui était en train de s'écrouler à Paris. Toutes les maisons d'édition, ben, elles s'arrêtaient, les magazines s'arrêtaient, et c'est le moment où ont surgi tous les structures comme l'association, le dernier écrit, en tout cas des auteurs, un petit peu comme à l'époque de métal à l'époque, des artistes qui se mettent ensemble pour éditer leur travail. La différence qui est notable, c'est que depuis l'époque de métal et tout ça, il n'y a pas eu
un magazine qui a pu s'imposer un kiosque en montrant toute une nouvelle génération de dessinateurs qui apparaissaient, quoi. La dernière tentative, ça a été Zoulou, et il n'y a pas eu 10 numéros, quoi. Voilà. Alors il a raison, et je vais vous dire un truc épouvantable. Si je fais un flashback, moi je suis un pilote qui est un hebdomadaire, j'arrive à la fin, 70, qui vend 200 000 exemplaires par semaine. Waouh. Donc arrivent les Côtes des Savanes, ils sont partis, Mandrika, Gottlieb, Bretéché. Ça marche pas mal. Enfin, ils sont interdits d'abord, et puis après ils repartent, mais ça marche pas mal. Moi je vais arriver avec Métal. Ça marche bien, il va y avoir à suivre, ça marche encore mieux, parce qu'il va y avoir Fluide Glacial, ça marche encore mieux, parce que bizarrement, on occupe tout un rayon dans les kiosques, et il y a 6-7 revues de bande dessinée, et tout d'un coup, on est un phénomène qu'on ne peut pas, maintenant dans un kiosque, s'il y a une revue de BD, bon, en gros, ça va être du Panini, un comic book et autres, il faut vraiment le chercher. Et alors, ce qu'ils ont fait, les éditeurs, ils ont fait la revue de librairie. Alors, c'est généralement en format à l'italienne. C'est à peu près toujours les mêmes auteurs qui ont fait leur classe dans les années 70. Les dessinateurs un peu distingués que j'adore, hein, Jacques de Boustal, Bilal et tout. Enfin, ça tourne un petit peu en rond sur une douzaine d'auteurs. Je respecte ces journaux. Je ne les lis pas forcément parce que je trouve que c'est un peu le fil à couper le beurre. Et c'est vrai que, est-ce que les journaux reviendront au kiosque? Je crois pas. Il y a Internet. Alors Internet, moi je dis tout de suite, personnellement, je suis totalement opposé au dessin sur Internet parce que ça ne fait pas faire de progrès aux gens. La rétro-lumière fait qu'un dessin très très moyen, si on fait une jolie couleur à la palette graphique, on va le trouver pas mal. Quand c'est publié, le mec, souvent, ça s'écroule. Parce qu'il voit que son dessin, il passe pas à l'encre, que la couleur, son rose fuchsia, bah, on peut pas, etc. Et les mecs faisaient des progrès en étant publiés. Avec la rétroprojection, le mec il fait caca, il agrandit un peu, il met une espèce de lumière dessus, et ça pète pas mal. Mais quand on fait un livre en sérigraphie, ou une sérigraphie, qu'on la met en photo sur Internet, elle n'est pas aussi bien que quand on la voit en vrai. Voilà, alors, je crois que l'important, dans la démarche, on va parler à l'auteur aussi, mais on va parler à l'éditeur. La sérigraphie, c'est autre chose, parce que la sérigraphie, c'est un art manuel. Hein. En gros, on peut dire qu'il y a eu une déperdition qui est apparue avec ce qu'on appelle la quadrichromie. La quadrichromie, c'est en gros les 4 couleurs de base, enfin les 3 plus noir, qui ont un peu normé pendant longtemps. Avant, il y a plein de gravures en taille douce, il y a la chromolithographie, quand vous voyez un livre de 1900, il y avait toutes les possibilités. Et tout ça disparaît, tout devient quadrichromie. Alors tout le monde a le même aspect. La quadrichromie, bon, bah, on monte un peu le rouge, on baisse le bleu, mais tout le monde a un peu le même genre. Et des artistes qui travaillent, par exemple, je vais prendre un exemple, avec du rose fuchsia et du vert émeraude, les couleurs préférées des Chinois, bon, bah, ça va devenir un rose caca et un vert boulébile, l'herbe en dessous. Et la sérigraphie, tu vas nous expliquer comment ça se passe d'abord, parce que je suis sûr qu'ils ne savent pas. C'est une technique d'impression qui vient de Chine, qui a commencé il y a très longtemps. Il ramassait des enfants de 6 ans, ils arrachaient la peau, il attendait sur des cadres. Et après, on ne se moque pas de moi que j'explique la sérigraphie. Hein. Non, c'est une technique d'impression donc, où la couleur passe à travers une trompe de tissu, de la soie au départ, c'est pour ça que ça s'appelle silkscreen, soie. Et c'est un pochoir en fait, tout simplement. Et c'est un pochoir qui permet de faire des couches de couleurs en quantité astronomique si on veut, pour reproduire en original ou créer une œuvre avec la sérigraphie. Oui, alors, bon, je dis la quadrichromie, c'est 4 trucs, mais toi, suivant l'œuvre, tu fais, on appelle ça des passages à la couleur. Tu fais combien de passages? T'en fais 2, 3, 20? Ça dépend pour qui. Pour le président Fredos qui est là, j'ai fait 7 passages. Maximum 7 passages. Ça suffit, parce que sinon c'est trop chiant.
Mais avec 7 passages, il faut faire 14, 15 couleurs, toi. Il faut juste réfléchir la transparence moi, des couleurs. j'avais produit des sérigraphies de Denis Cyr à une époque lointaine à Canal+, qui avait de l'argent et qui voulait faire des cadeaux de Noël. Il y avait 20 passages. Parce que l'autre, il nous avait balancé justement le verre émeraude, le machin, le truc et tout. 20 passages, c'est monstrueux. Mais ça ne veut pas dire que c'est mieux. Hein. C'est qu'il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de couleurs, de choses. Et puis il y a des gens... Alors, est-ce que des fois, il t'arrive d'avoir une œuvre, j'ai vu les œuvres en bas et tout. Est-ce que tu as un original couleur au départ ou est-ce que tu as un original incoloré? Ben, la plupart du temps, c'est moi qui les colore. Mais des fois, les gens, ceux qui connaissent la sérigraphie, font leur sélection couleur et m'envoient. Ceux qui ne connaissent pas, m'envoient un dessin noir et blanc. Et donc c'est un dessin comme les tiens là, voilà, noir et blanc. Ça devient comme ça. Et après, c'est l'instinct qui te dit ça, je le traite. C'est juste la dictature graphique. C'est juste, je fais ce que je veux parce que c'est moi qui imprime. Ok. Et tu as des réclamations, il y en a qui disent. Il y en a qui pleurent. Il y en a qui pleurent. Mais des années après, ils sont heureux. C'est comme ça. Voilà. Il faut toujours pleurer au début pour être heureux après. Et il y en a qui sont heureusement surpris, des fois non. Mais oui, bien sûr. Surtout les Japonais, ils n'osent pas dire que c'est nul. Un Japonais, de toute façon, s'il dit que c'est très bien, ça veut dire que c'est nul. Voilà. S'il te dit que c'est très bien, ça veut dire que c'est possible. Et s'il me donne son doigt, ça veut dire qu'il n'a pas donné un bon dessin au départ. Voilà. Alors, juste avant de vous voir, je suis descendu, et puis il m'a montré plein de sérigraphies. Alors, il y a les gravzines. Faut quand même expliquer ce que c'est qu'un gravzine. Mais. Ça n'existe pas. Mais c'était hallucinant. Il y avait 40 œuvres de 40 types différents, avec 40 mondes différents, 40 manières de voir le dessin. Oui, il y en a beaucoup plus que ça d'ailleurs, on ne peut pas tout accrocher. Ils n'ont pas voulu me Combien d'artistes? Alors on va la jouer BFM TV. Monsieur Bonino, vos artistes se recrutent principalement dans quelle région du monde? Est-ce qu'il y a une espèce de bourse des dessinateurs? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des pays qui montent? Je les ai tous rencontrés en Corée du Nord. C'est nos vacances. Toutes les années, on se retrouve en Corée du Nord et chaque année, il y a de nouveaux gens qui arrivent dans notre camp de rééducation. Bien sûr, donc il faut bien rééduquer les artistes, sinon ils font n'importe quoi. Hein. Donc voilà, donc du coup, on a des gens du monde entier. Ceux qui sont communistes au départ, ou même on prend aussi les fascistes, on prend tous les gens qui veulent apprendre à se Non mais comment tu trouves les Japonais? Ils viennent à toi? Comment tu fais? Non, en fait, il y en a qui viennent à moi. Je suis allé au Japon, donc en allant au Japon, faire des expos du dernier... En fait, l'idée du dernier cri, c'est de pervertir les arts graphiques pour qu'ils soient un peu plus intéressants, quoi. Hein, ce que les médias ne font plus, donc il faut bien qu'il y ait des gens qui le fassent, quoi. Et donc, on est une des franges qui font ça, quoi. Et quand cette frange-là se déplace à l'étranger, comme par hasard, ça attire des gens bizarres qui font des dessins bizarres. Et comme ça, je rencontre des nouveaux auteurs. Et comme ça, après, je leur propose de faire des sérigraphies pour les expos. Parce que l'idée aussi, c'est toutes les sérigraphies qu'il y a là, il y en a 200 en tout. C'est une expo qui tourne dans le monde. En ce moment, il y a une expo qui est bloquée en Australie. Il y en a une autre qui est au Japon. Il y en a une qui est au Mexique, tu vois. Entre les mains de dessinateurs du dernier cri qui trouvent une solution pour la montrer ailleurs. Enfin, c'est ça, c'est une espèce de truc qui se répand à l'underground, vraiment. Alors, tu me dis que ça circule. Oui, ça circule. Mais moi, je me pose une question, parce que je me souviens, 66, 67, je vais à New York, avec plein de dessinateurs, c'est la première fois qu'on y va. On se trouve dans un hôtel Times Square, totalement pourri, mais on pense que c'est plus l'hôtel de New York. Et tous les dessinateurs passent avec leurs planches. Mais il y en a un qui s'appelle Rezer. Il voit les couilles et il confisque les planches, ils disent on vous les rendra à la sortie. Et donc, à l'aéroport. Voilà. Donc toi, est-ce que tu as des problèmes comme ça? Est-ce que tes expos circulent facilement? Moi, j'ai que des problèmes en France, j'ai pas de problème à l'étranger. J'ai eu des problèmes avec le Front National en France, quoi. J'ai eu Marion Maréchal Le Pen au cul, j'ai eu Alain Soral qui voulait ma peau. Mais pas de... C'est des douanes libérales, tout passe. Ah non, mais n'importe comment, tout passe... tout trépasse. Moi, je m'en fous, genre, tu prends pas ça avec moi, je suis pas fou, quoi. J'envoie par la poste. Ah, piégé. C'est vrai, la poste. La poste finale. La dernière poste. Alors, ça coûte cher, la poste. On va commencer au début. Okay. Tu es à Paris, voilà, tu es à Paris, on va faire la chronologie. Tu es à Paris, ok. Toi, tu vas rester à Paris combien de temps? Presque 8 ans. 8 ans quand même.
Je suis à Paris, j'arrive, en fait je suis au boulevard d'Angoulême, je veux faire de la BD, mais le prof c'est Shakir, tu te rappelles de Shakir? Tracassin, le petit ange. Shakir qui a 90 ans et qui vient de finir une bande dessinée de 1300 planches. Mais il est mort. Et il ne trouve pas d'éditeur. Il est mort, Shakir. Il est mort, ça y est. Mais oui. Oh C'est putain. pour ça qu'il ne trouve pas d'éditeur. Parce qu'il Parce que j'avais noté téléphoner à Shakir. On peut faire retourner la table, peut-être qu'il va nous répondre. Oh merde. Mon petit ange, où es-tu? Oh merde. Il est mort, Shakir. Mais il a fait une bande dessinée 1300 planches que personne n'a voulu. J'espère que maintenant. On va je sais proposer pas, un kilo fer, il va faire ça quelque serait chose. quand même bien qu'un Angoulême quelconque se réveille un peu sur ce type qui était un dessinateur qui a travaillé pendant 50 ans dans la presse la plus classique et qui a fait un testament spirituel de 2350 pages. Bon, évidemment que Angoulême ne le fera pas, mais je suis sûr que c'est intéressant, moi. Parce que Shakir, il nous regardait, nous les gamins, et puis il voyait bien qu'on était à danger, mais en fait il voulait être ami avec nous, et nous on était des jeunes cons. Nous on leur parlait comme ça, puis on allait au café séparément, puis quand ils partaient, on disait, ouais, quand on était petits, on disait Shakir. Mais maintenant, ouais, Shakir. Et puis maintenant, j'ai l'âge de Shakir, moi. Quand il est un pilote, on lui disait, descends du cocotier, on va secouer. Alors je commence à comprendre que, de toute façon, moi, je me laisserai pas Encore faire. un peu de Shakir. Hein? Ça suffit, Shakir. Voilà. Shakira. Shakira, voilà, Shakira. Donc t'es à Donc Paris. j'étais à Angoulême, aux Beaux-Arts, et là je voulais faire de la sérigraphie. Et l'école des Beaux-Arts d'Angoulême, qui est censée être l'école spécialiste de la bande dessinée, de l'imprimer, de tout ça, il y avait un atelier de sérigraphie, un atelier de gravure, un atelier de litho, et les étudiants n'avaient pas accès. Donc j'ai passé 5 ans dans cette école sans pouvoir faire de sérigraphie. Et la dernière année, j'ai fait un stage de sérigraphie à Paris. Donc un des profs de l'école me donne l'adresse de l'atelier, c'est bon, ça vient bien à moi, tu peux y aller. Et là j'arrive à Paris, j'arrive devant la porte, et là je vois que c'est l'atelier qui éditait, les premiers à avoir édité Marc Meyer, Charles Burns, et je me retrouve dans l'atelier de sérigraphie de Paris, c'était mon rêve, l'endroit où... Et là je fais mon stage, et après je finis l'école, et après je viens à Paris travailler dans cet atelier. Et après pendant 2 ans j'ai travaillé là, quoi. Et j'ai fait de la sérigraphie là. J'ai rencontré les auteurs, j'ai rencontré les gens qui faisaient des grandzines à l'époque, genre Y. Dom Tom, Captain Caverne, tous les gens à l'époque qui faisaient les petits bouquins en photocopie, qui étaient la génération après Bruno Richard, après Bazooka, et qui étaient des gens qui faisaient surtout de la photocopie à l'époque. Et là j'ai commencé à faire des bouquins en photocopie avec eux, tout en participant à plein de petits collectifs photocopie, et à essayer de faire des trucs en sérigraphie à l'atelier. Sauf que le patron de l'atelier, le fameux Eric Sédou, paix à son âme et à ses poumons, rongés par le sang, il ne voulait pas qu'on édite des trucs dans l'atelier. Donc moi je suis parti de l'atelier, et après j'ai décidé de plus jamais faire des sérigraphies. Ça m'avait dégoûté de la sérigraphie, tu vois. Je ne voulais plus entendre parler de ça, et je voulais juste faire du bruit, ce que je fais toujours par moment, j'ai besoin de faire du bruit. Et je me suis retrouvé à répéter dans un squat en banlieue parisienne, à Rissorangis, un lieu qui s'appelle le KS, je ne sais pas si ça existe encore, Centre Autonome d'Expérimentation Sociale. Là, ça fait un petit peu nord-coréen, tu vois. Ouais. Donc ça a commencé là. Et là, j'avais répété, là, je voyais un atelier de sérigraphie, il y avait plein de machines, et personne ne s'en servait, parce que c'était des feignants. Et donc, en tant que fasciste, je me suis dit, je vais prendre ça en main, quoi. Et là, on a commencé à imprimer des bouquins en sérigraphie, et c'est le moment où a ouvert le regard moderne, parce que je connaissais Jacques Noël, des Fertile, voilà. Tout ça. Et en fait, dès que j'ai eu cet atelier, j'ai branché tous les dessinateurs que je connaissais de l'époque, qui n'avaient pas d'atelier de sérigraphie, pour qu'on fasse des choses dans cet atelier. Donc on a fait le magazine qui s'appelait Le Dernier Cri. Et ça a commencé comme ça. Ça va comme résumé? Ça me va, c'est un bon résumé. Alors, pour ceux qui n'ont pas connu ça, il y a eu un moment à Paris des endroits, des lieux. Bon, pour la musique, c'était plutôt l'open market, avec Marc Zermati, qui va être un manager d'équipe pop. Et puis il y a quelques gravesines, pas beaucoup, mais il y en a. Et puis il y avait Jacques Noël qui nous a quittés. Et Jacques Noël, il dessinait presque aussi bien que Druyer, mais il y a déjà Druyer, donc ça ne servait à rien. Il aurait pu être éditeur parce qu'il avait un goût exquis, et il est libraire. Et il est mort. Mais il était le libraire qui pouvait vous attendre 6 mois. Et vous arriviez, il vous sortait une pile comme ça. Et c'était les livres qui n'étaient que pour vous. Oui, tous les livres qu'il avait choisis pour vous, que vous connaissiez, que vous ne connaissiez pas, ils étaient pour vous. Là-dedans, il y avait un petit bouquin comme ça, en sérigraphie. Je
Je dis, oh non, ça c'est pas ma cam, c'est un peu pédophile quand même, c'est un peu des enfants travestis avec des vieux messieurs, mais le dessin est magnifique. J'ai pris, ouais. Ouais, je l'ai pris. Je l'ai caché après, parce que si les enfants tombent là-dessus, si la police tombe là-dessus. Mais effectivement, ça faisait penser à l'époque du studio de Aubrey Pursley, dont on oublie un peu qu'Aubrey Pursley, dans le studio, aujourd'hui, Aubrey Pursley, il file directement à la casse-prison, hein, sans toucher 20 000 francs. Hein. Donc il y avait Jacques Noël. Et Jacques Noël, il a été une fenêtre pour tellement de gens, pour tellement d'illustrateurs, pour tellement de dessinateurs, parce que c'était aussi là que des gens qui n'intéressaient pas grand monde, comme Pion, vendaient leurs originaux. Lui, il prenait pratiquement rien là-dessus. Ce qui fait que c'était pas cher. Non, mais Jacques Noël, c'est le libraire ultime. C'était, on avait en France le libraire ultime. Le monde entier le dit. Je crois qu'on avait le meilleur libraire du monde. Il y en avait un formidable à Los Angeles, il y en avait un très très bien à Chicago. Mais Jacques Noël, c'était la magie. Comment j'ai commencé à faire le dernier cri aussi, c'est parce que, comme je disais, j'étais dégoûté de la sérigraphie, j'étais dégoûté du milieu de l'édition à Paris. Je voulais juste faire de la musique, faire du bruit. Mais j'allais au Regard Moderne, j'habitais pas très loin, quoi. Puis j'arrivais, puis il n'y avait rien, je disais, mais il n'y a rien. Il me dit, mais s'il n'y a rien, t'as qu'à le faire. Je dis, mais on fait quoi avec? Il me dit, ben, moi je le vendrai. Et c'est lui qui m'a poussé à faire le dernier cri, quoi. Et je pense que ça, il a fait à plein de gens, quoi. Plein de gens qui venaient dans sa boutique, quoi. Et, Jacques Noël, il disait à Bruno Richard et à Pascal Jory, il disait on va faire un nouvel exemplaire de leçon de sortie, on va le tirer peut-être à 400, voilà. Jacques Noël disait, oh, moi je vais en prendre 350. Je n'exagère pas, hein, parce que donc il le tirait à 600. Et à ce moment-là, il commençait à se diffuser un peu. Il a fait vivre beaucoup d'artistes, bon, et il faut reparler de lui parce que c'était un point de vente, mais non, c'est pas comme point de vente. C'était le point de vente. C'était aussi un endroit. Tu vois, moi j'ai déménagé à Marseille après parce que à Paris, où trouver un espace pour faire ce genre d'édition, sachant que les livres ne les vendent pas, sachant qu'il fallait un endroit pour travailler. Et au bout d'un moment, moi je me suis dit, il faut que je trouve un lieu où j'ai la place pour accueillir des artistes, un lieu où je puisse fabriquer, quoi. Parce que s'il n'y a plus de structure pour le faire, mais il faut tout faire, quoi. Donc je suis allé à Marseille. Alors tu vas à Marseille. À Marseille, je suis plus en contact avec le milieu des dessinateurs. À Paris, tu vois. Les gens que je connaissais à Paris à l'époque, en fait, quand je pars à Marseille, ils me disent, bah, c'est bon, lui il est mort, ça n'existe plus. Le dernier cri, c'est mort, quoi, tu vois. Et moi je leur dis, mais non, le dernier cri, c'est pas mort, le dernier cri, il a besoin de place pour travailler. Et heureusement, il y avait Jacques Noël, parce que Jacques Noël, quand les artistes américains, japonais, ils passaient au Regard Moderne, ils montraient les bouquins du dernier cri. Et des gens comme Ishiba, ils disent, mais il est où lui? Ben, il dit, il est à Marseille. Et Ishiba, ben, il dit que j'y vais. Et moi, Ishiba, je l'ai vu débarquer à Marseille, je ne l'avais jamais vu, quoi. Stupide, je l'ai vu débarquer à Marseille, je ne l'avais jamais vu. Mais il m'a connu où? Stupide et Ishiba, il m'a connu au Regard Moderne, quoi. Et c'est Jacques Noël qui dit, ben, vas-y, va voir Paquito. Et il venait chez moi, et puis c'est tout. Et ça marche comme ça, le dernier cri. Et alors, tu arrives à Marseille, évidemment, le député maire depuis 50 ans te file une super subvention. Non, c'est pas ça. En tant que pédocriminel, on fait ça en cachette. C'est pas des subventions, c'est des petites filles, mais pas des subventions. Alors, on va. Gâterie, ça s'appelle. Alors, il t'embête? Non, il m'embête pas. C'est pas lui qui m'embête. Marseille, je suis un ministre maintenant. J'y suis passé une fois, je suis descendu. Bon, évidemment, je suis resté une demi-heure. Mais ça m'a l'air un peu comme là où j'habite actuellement, hyper dangereux. Hein. C'est très dangereux d'ailleurs, on ne veut pas de Parisiens. Il n'y a pas. On veut juste les plus intéressants. Non, mais Marseille, j'espère que vous connaissez un peu Marseille. Marseille, c'est 10 villes en une. Il y a, entre Marseille et les Calanques et tout, il y a tout à Marseille. Mais oui. D'abord, c'est la première ville. Hein. Faut pas exagérer, les Parigots. Là, je deviens Marseillais souvent. C'est Massilia, Lutèce, vous êtes 3 maisons. Hein. Nous, on est le centre du monde là-bas. Hein, tout le monde circule par là. Et c'est toujours comme ça. Moi, la dernière fois que je suis descendu à Marseille, j'étais au théâtre de la Criée pour un truc imbitable. Mais enfin, c'est pas grave. Et le soir, je rentre à mon hôtel, ils me disent ah non, tu t'en vas pas là, il y a Akhenaton qui te cherche. Je dis Akhenaton me cherche, moi je pense que c'était le pharaon, quoi. Bien que j'ai réalisé.
Non, mais c'est Marseille. Puis après, je dis, j'ai un copain là-bas. Oh là là, tu vas dans le panier là. Tu vas dans le panier. J'ai dit, oui, mais je vais faire attention où je vais, mais. Oh non, 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 tu vas pas aller dans le panier parce que là, on peut pas garantir ta sécurité. À Harlem et tout, à Marseille. Marseille, c'est une ville incroyablement vivante. Et je pense que le fait qu'il soit parti à Marseille avec son petit accent chantant, je crois qu'il s'est remis à un centre du monde. Parce qu'il y a des villes, il y en a d'autres. Hein. Bordeaux, pour un certain genre d'édition, c'est génial parce qu'eux, ils ont une subvention pour des bons livres. Hein. Ils ont une subvention pour des mauvais livres, comme ça, c'est parfait. Hein. Marseille, il n'y a pas de subvention, mais il y a un beau bordel qui est plutôt bien. Et le bordel, et c'est vivant. Et le député maire, il me dit, je vais raser là, tu vois, les cabanes devant en plombe. Et ils sont très laides. Je dis, moi je les trouve très belles. Il dit, ah tu trouves que c'est bien? Je dis, ouais, enfin c'est vraiment une pourriture totale, mais bien à côté d'un immeuble super beau. Et je lui dis, ouais, mais c'est quelque part, elles ont un côté pagnolesque. Il dit, tu notes ça à Childéric Muller, qui est son bras droit à cette pensante. Tu notes ça, Childéric. On démolit pas les cabanes, on met la pancarte devant. C'est le vieux Marseille comme il était au temps de Marcel le Pagnol. À Marseille, only. C'est-à-dire que tu peux décider qu'on ne démolit pas une cabane. Tu le dis, le mec, il dit, notez bien, on ne démolit pas les cabanes. Et c'était vraiment limite, les autres tombés depuis. Hein. Mais maintenant, c'est ruine du temps de Marcel Pagnol. Donc, tu es à Marseille. Et à Marseille, alors tu es deux. D'abord, tu es une équipe, tu es combien? Tu es tout seul? Alors, à Paris, je commence avec ma copine de l'époque, Caroline Sury. On est à cet atelier au KS. Je branche les dessinateurs, genre Pierre La Police, Kérosène, les gens, Poincelé, les gens que je connaissais à l'époque quand j'ai commencé. Et après, on commence à imprimer des trucs pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, les squatteurs me virent parce qu'ils trouvent que je travaille trop, je suis un capitaliste, donc je fais de l'argent sur le dos. Donc ils me disent, si tu veux rester un squat, tu dois payer 500 €, genre 50 € par jour. Je dis non, les mecs, c'est un squat que toi, donc c'est même pas eux, vous voulez me faire payer. Ah non, mais toi tu viens de Paris tous les jours, si tu fais ça, c'est que tu gagnes des sous sur notre dos. J'ai pas ton dos, déjà c'est même pas. Déjà, j'ai fait le papier là, qu'on commande. En tout cas, je suis viré du squat parce que je suis un capitaliste. Et j'arrive à Marseille, et là, genre 6 mois avant que je parte de Paris, j'ai vu à Marseille faire une expo dans une boutique de disques, Divini. Une fille, Corinne, qui avait ouvert une boutique, un petit peu comme Parallèle, à l'époque. Ils ont voulu faire ça à Marseille, mais c'était il y a plus de 20 ans, donc c'était une erreur stratégique. Mais en tout cas, j'avais fait une expo là-bas du Dernier Cri, alors que le Dernier Cri commençait à peine, quoi. Et j'avais fait un concert dans une salle de concert, et j'avais vu la Friche Belle de Mai, donc ce lieu où j'ai mon atelier, qui est les anciennes manufactures de la Ceuta. Donc à l'époque, c'était tout abandonné, c'était immense, des milliers de mètres carrés. Ce que je vois jamais à Paris, quand tu as des milliers de mètres carrés, ça c'est juste à côté de la gare de Marseille, c'est en plein centre, et tu avais des milliers de mètres carrés vides, quoi. Et là, c'est là qu'Ayam à l'époque avait un local de répète, tu vois, mais c'était tellement grand qu'il y avait plein de place. Donc moi je vois cet endroit, donc je vais voir les gens. Là j'essaie de rencontrer des gens dans le lieu, et là je rencontre un mec qui est Ferdinand Richard, le bassiste de Etrofou Blanc, qui était basé à Marseille et qui avait une structure qui s'appelle Mini, le festival Mini, à Marseille, la Mini. Et donc lui, je lui laisse des bouquins du Dernier Cri, je lui dis j'aimerais avoir un atelier ici, est-ce que c'est possible? Et moi je suis pas de Marseille, je connais personne, je suis pas dans la mafia du coin, j'ai jamais habité à Marseille, moi je connais personne, je connais juste ce mec-là qui au café, il commence son café, Ferdinand Richard, je saute dessus parce que ils m'ont viré du squat, qu'est-ce que j'ai fait avec tous mes livres? Qu'est-ce que je fous à Paris? Et donc là, le mec, je laisse mes bouquins, je rentre à Paris, il me téléphone, il me dit c'est bon, t'as un atelier. Waouh, je sais que j'ai un atelier. Donc j'ai 6 mois pour préparer ma fuite de cette capitale maudite. Et là, j'essaie avec Karim la dernière fois de motiver les troupes à Paris. Donc je dis aux gens que je connais à Paris, bon écoutez, là, dans 6 mois, ils vont me filer du squat. Si on s'y met tous, on met chacun tant de thunes par mois, et je vais en banlieue et j'ouvre un atelier sérigraphique, Dernier Cri. Donc c'est pareil, que je sois à Risson-Rangis ou à Palaiseau, j'en sais rien, c'est la même chose, quoi. Mais là, je vois que personne ne me suit. Donc là, je me dis heureusement que j'ai mon plan à Marseille. Tu vois. Donc 6 mois après, je me casse à Marseille avec la voiture, avec Caroline, et la voiture remplie de livres. Parce qu'en fait, le matériel, j'ai aucun matériel de sérigraphie. Parce que tout était dans le squat, tout était aux squatteurs. Tu vois. Les squatteurs, ils étaient capitalistes plus que n'importe qui. Tu vois. Donc j'avais même pas une raclette, même pas d'écran. Mais par contre, j'avais une livre. Tu vois. Donc le matin, on charge tous les livres, et hop, on arrive à Marseille avec tous les livres. Et là, j'arrive à la Friche Belle de Mai, donc c'est un grand truc qui ressemble à un squat, mais qui n'est pas un squat.
ça change, tu vois. Au moins, à mon époque, je suis un capitaliste. Et donc, ben voilà, j'arrive, je leur dis, il est où mon atelier? Ils disent, ah, t'es là? Je sais pas, on revient la semaine prochaine, on va voir où atelier, tu vois. Et si, le truc, il est immense, il y a plein de place. Et moi, on a trouvé un appartement, on a stocké tous nos livres, mais on n'a pas d'atelier, quoi, tu vois. Et là, c'est la folie, je commence à devenir fou, chaque semaine, j'y vais, et ça dure 2 mois, comme ça, tu vois. Et au bout de 2 mois, j'essaie de tout ça là, je cherche dans la région de Marseille des machines à sérigraphie, je trouve rien, bien sûr. À la fin, je regarde sur internet et je trouve un truc à Paris, en revendeur à Paris de machines. Et c'était le moment où il y avait la super grève à Paris, tu te rappelles, il n'y avait plus de train, il n'y avait plus rien. Et là, c'était le délire total. Parce que je prends le dernier train qui part de Marseille, j'arrive à Paris, là, il n'y a plus de métro, il n'y a plus rien. Le mec qui vend les machines, il me dit, ouais, j'ai un atelier de sérigraphie en banlieue, j'y vais en banlieue, et en taxi, j'arrive là-bas, je visite l'atelier, je dis, c'est bon, j'achète et tout. Et là, il me dit, au revoir, je reviens. Et après, le mec m'appelle un des mains, il me dit, l'atelier, il a brûlé cette nuit. Et j'avais tout vu, les machines et tout ça, tu vois, j'étais prêt à acheter le truc et tout. Il y a tout qui avait cramé dans la nuit, il y avait des grèves, c'était vraiment le chaos, là, tu vois. Et là, je lui dis, il me faut une machine à tout prix, quoi. Il me dit, j'ai une machine à main, un bras comme ça, j'ai 2 clés de séchage et tout, je te les fais, genre 2000 €, et puis c'est livré par camion, tu l'as dans 2 jours. Je dis, super. Et je peux monter à le camion? Ah non, c'est interdit. Donc moi, je redescends en bus de Paris, quoi, j'arrive à la friche, et là, les machines arrivent, quoi, dans la cour. Et les mecs, je leur dis, il est où mon atelier? Et là, ils disent, si on les rentre là, les machines, tu construis le cloison, je te donne du bois, ça va? Je dis, oui, d'accord. C'est comme ça que j'ai eu l'atelier bien écrit, tu vois. Je construis les cloisons avec l'équipe technique de la friche Belle 2000. Merci Serge. Alors, on va faire un jeu people. Tu loges dans l'atelier ou tu trouves un local? Non, c'est interdit de loger dans l'atelier. Ah oui, c'est vrai, donc dans le camion de loger dans l'atelier, je suis quoi. J'oublie les trucs évidents. Et donc, tu arrives et tu vas. Est-ce que tu as l'impression qu'en arrivant à Marseille, alors tu es au boulot tout de suite, est-ce que tu passes une vitesse? Est-ce que ça déclenche quelque chose? Est-ce que tu sors du squat capitaliste? Non, mais déjà, ça déclenche quelque chose parce que j'ai enfin un espace à moi, quand même. J'ai enfin du matériel qui est à moi, hein, et c'est à moi. Et en plus, c'est le moment où Canal+, les bureaux, ils nous demandent de faire un nœud du cyclone spécial garde écrit pour expliquer la sérigraphie et tout ça. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je remonte à Paris, et là je branche tous les gens, donc Fredo, les dessinateurs de Paris, ceux qui veulent bien, je leur dis, voilà, on est en train de faire un film d'animation, et tu vois, genre, je sais pas, un an après, on fait le film d'animation, donc en même temps, on fait la sérigraphie, le film d'animation. Voilà. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, juste une coupure à la bureau, c'était le type qui dirigeait les programmes courts à Canal+, et il a une influence sidérante. C'est-à-dire qu'il pouvait faire ce qu'il voulait comme il voulait. Il avait d'ailleurs commencé au temps des Enfants du Rock à faire une émission qui avait des clips totalement délirants dans les années 70-80. Et voilà. Et puis il continue. Alors ils sont d'autres autour de lui. Mais il fait. Arrête, il est là, dis rien. Ah il est là, Alain Buros. Alors on va arrêter les compliments. Bon, Alain Buros, il n'a eu aucune importance et influence. Il n'a pas révélé un nombre incroyable de cinéastes, musiciens, graphistes, sérigraphes. Il n'a pas mis la lumière sur des gens qui sans lui s'est resté ignorés. Il n'a pas été la main porteuse qui a lancé une génération sur une chaîne que tout le monde regardait. Voilà, Alain Buros, c'est un monsieur qui lui ressemble là un peu, vraiment. Mais il est très bien, le nouveau Alain Buros. Non, Alain Buros, c'est prodigieux. Et maintenant, moi, je vois que cet espace de communication s'est un peu réduit, y compris et surtout sur les chaînes publiques. Moi, je me bats avec mes camarades sur France Culture, avec Mauvais Genre. Ils sont où? Mais on n'a plus qu'1 heure par émission. On n'a pas beaucoup de budget, de moins en moins. Quand on a un invité, il faut supprimer un intervenant. Bon, on tiendra ce qu'on tiendra. C'est drôle parce que la culture, elle a eu un moment magique, on va dire en gros, années 70, où il y a encore Bernard Pivot, où arrive Bernard Rapp, où arrive tout le monde. Alors il y a 10 émissions culturelles, hein. Arrive Canal+, là, ça pulvérise tout, et on ne sait pas où donner de la culture. Et puis tout doucement, on va se trouver, bon, maintenant il reste, il faut me dire, attendez,
correct. Il y a Stéphane Bern quand même. Mais voilà, il y a Stéphane Bern, et puis il y a, bon, des fois, au journal télévisé, quand vous passez les 500 000 exemplaires, on vous demande pourquoi. Mais s'il y a une disparition dans les médias, alors là, par contre, je vais dire du bien d'Internet. Parce que là, Internet, quand même, l'un dans l'autre, si vous allez... Alors, vous n'êtes pas forcé d'aller sur Church of the Subgenius, donc la religion de Bob, parce que vous allez avoir tous les jours 60 messages sur Bob est un con, Bob est un dieu et tout. Mais vous avez plein de petits sites géniaux, reliés à des sites géniaux avec des interventions de mecs en dessous. Alors, il faut trier, hein. Il faut trier. Si vous laissez faire, moi, à un moment, j'avais 1822 messages indésirables par jour. Alors, j'ai trié ceux que je désirais. Mais ceux que je désirais, eux-mêmes, ils sous-traitaient. Alors, j'ai fini par couper. Mais c'est vrai que la culture, maintenant, on est arrivé à un moment où elle est redevenue underground. Tout à fait, mon cher Bob. On a régressé totalement. Les gens qui ont ma génération, les baby-boomers, on a pris le pouvoir. On était nombreux, nos parents ont tous copulé comme des bêtes. Moi, j'ai appris que je me suis appelé Dionnet un an après ma naissance. Hein. Au départ, j'avais le nom de ma mère. Et mon père était militaire de carrière. Un enfant de l'amour, comme on dit. Donc on a pris le pouvoir. On a pris le pouvoir. Mais on a pris le pouvoir, et je dirais que 75% d'entre nous l'ont pris et ont trahi. Hein. Serge Julie, Régis Debray. Ah, Régis Debray, l'autre jour, il fait une émission. Il passe une semaine avec Benoît Peters sur Paul Valéry et sa semaine. Alors là, je vais vous dire la fierté d'un mec. Il dit Métal Hurlant a tué Paul Valéry. Oh, je savais pas que j'avais tué Paul Valéry. Moi, lui, il a tué Che Guevara. Et lui, il a balancé Che Guevara. Non, mais je veux dire que là, Internet, c'est bien pour ça. C'est-à-dire qu'on arrive à trouver des trucs, à fouiller, à fouillasser et tout. Il faut acheter aussi, hein. Ouais. On peut trouver, hein. Mais bon, après, il y a le problème du geste de l'achat. Le mec d'Internet, il est habitué à avoir le robinet. Alors, des fois, quand on lui dit ça coûte 5 € pour avoir l'objet, il dit oh ben ouais, mais voilà, je vais vous dire le truc le plus simple. Il y a une boutique formidable qui fait des fanzines de cinéma bizarres et des DVD qu'on trouve nulle part ailleurs, qui s'appelle Metaluna rue Nantes, qui fait des signatures tout le temps maintenant. Parce que les mecs qui vont à Metaluna, ils notent le titre du DVD où il est paru, et après ils vont sur Amazon. Comme ça, ils l'ont 2 € moins cher. Bon, bientôt, il n'y aura plus de Metaluna, si je crois, parce qu'il fait beaucoup de signatures. Mais les lieux, c'est pareil avec la FNAC, c'est pareil avec n'importe quoi. Hein, c'est pareil. Les mecs, ils notent le nom. Et puis après, ils vont voir s'ils peuvent l'avoir pour 3 € de moins. Alors, bon, bientôt, il n'y aura plus aucun libraire. Je peux dire un truc par rapport à Amazon. J'ai essayé d'en avoir des subventions avec la DRAC, Direction des Affaires culturelles de la région de Marseille, et j'ai eu rendez-vous avec le chargé du livre, tu vois, chargé du livre. Je suis allé 2 fois à des réunions, en 10 ans, 2 fois. Chaque fois, c'était pas les mêmes mecs. Donc, le premier mec, c'était il y a 10 ans. Il me dit, comment ça, vous êtes éditeur à Marseille depuis 10 ans, je ne vous connais pas, mais venez à mon bureau tout de suite. Alors là, j'arrive, j'amène un carton avec les livres, je rentre dans son bureau, je pose les livres, je commence à les sortir, et là, c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un qui avait peur physiquement des livres. Le mec, il ressemblait un peu à Bernard Henry, lui, avec son écharpe et tout. Et là, il commence à voir les livres qui sortent avec plein de couleurs, et là, il est là, il fait. Ah non, mais nous, on est que des livres de texte. Vous savez, regardez, je vais vous donner un papier, là. On est que des livres de texte. Vous n'avez pas de texte dans vos livres. Je dis, si on regardait au putain bout, il y a des textes, il y a des interviews. En tout cas, ça, c'était ma première fois. Donc, j'ai bien vu que c'était cuit, quoi. Et puis, des années après, je me dis, bon, je vais y retourner, quoi. Parce que là, on fait un festival de micro-édition à Marseille qui s'appelle Vendetta, bien sûr. Et on fait ça depuis 5 ans. Et à Noël, juste avant Noël, parce que c'est là que les gens achètent des trucs en vrai, parce que c'est Noël. Un petit cadeau de Noël. Et donc là, je retourne voir le mec, quoi, le nouveau, chargé du livre. Et lui, il me dit, comment ça, je ne vous connais pas. Alors j'explique ce que c'est bien écrit, il ne connaît pas. Il me dit, non, mais attendez, d'abord, on n'a pas d'argent, mais surtout, ouais, si vous voulez vendre vos livres, moi je vous donne un conseil.
vous avez qu'à les mettre sur Amazon. Donc si le mec de la drague qui fait de l'argent pour les livres d'artistes te dit d'aller sur Amazon, j'ai dit mais j'ai pas besoin d'Amazon, moi je vends directement sur Internet, Amazon j'en ai rien à foutre, je viens pas vous voir pour aller chez Amazon ou quoi. Mais le mec il est quand même le chargé du livre de la drague. Donc à partir de ce moment-là, Amazon Non mais ça c'est le monde merveilleux des commissions françaises dans tous les domaines. Un jour je vais voir un type, j'ai oublié son nom, mais il va me revenir, avec Marc Caro, on dit on veut faire un film d'après Peter Pan. Il dit ça a été fait par Disney, vous voulez le refaire, on dit mais Caro veut faire le vrai Peter Pan à la fin. Il vient chercher les enfants de Wandy et puis Wandy dit je viens avec toi, il dit non t'es vieille, tu peux pas venir. Et Bernard-Henri Lévy dit mais Disney l'a fait. Ok, on dit on va retourner, on va essayer avec Caro, on veut faire Alice au Pays des Merveilles. Alors là le président c'est Serge Julie. Alors on lui explique qu'on veut faire le vrai Alice, blablabla, il nous dit bah Disney l'a fait. Voilà, entre-temps Tim Burton et tout, etc. Et après j'ai eu droit, en fin de compte vous aviez raison. Le monde des commissions en France, c'est là que je dis que ma génération a trahi. C'est-à-dire que progressivement, elle est devenue l'establishment. Elle s'est tout à fait éloignée de toute création nouvelle. Et puis, on a recréé les copinages qu'on reprochait à la génération d'avant. Et il est vivement dimanche que tous les mecs de ma génération, moi y compris d'ailleurs, parce que je ne dois pas être blanc-bleu même si j'en ai l'impression, vivement que cette génération débarrasse le plancher. Parce qu'elle a pris un pouvoir total et absolu. Ouais, mais n'importe comment, ils vous font partir pour débarrasser le plancher, vous n'avez plus aucun pouvoir dans les médias, donc c'est déjà fait. Ouais, mais attends, parce qu'il y a la génération suivante. Après, il y a eu les mecs qui ont créé l'association, Sfar, genre Menu et tout. Et puis l'association, tout d'un coup, c'est devenu... Il y a deux noms qui vont ensemble, là, ça colle pas. Il y a un truc qui a un problème. Voilà, voilà. Parce que le chaînon manquant, il est là, c'est Menu. Hein. C'est Menu. Et Menu, c'est un... Moi, j'ai pas trahi. Lui non plus, on n'a pas trahi. C'est-à-dire qu'on a continué notre truc. Et on les emmerde. Et à la fin de ma vie, je me dirais, je me souviens des 3 trahisons que j'ai faites. Bon, bah, c'est pas beaucoup, hein, si je m'en souviens. Lui, il est parti dans cette direction, il a continué à publier des livres, mais impubliables, qu'il a publié et qu'il a quand même vendu. Tu les as vendus, tes livres? Ça dépend lesquels. Ouais, non. Non. Il y en a un qui a servi à en vendre 300 autres. Bah, c'est ça, voilà. Mais ouais, mais l'histoire du monde, c'est ça. Hein. Moi, de mon temps, et il faut lui souhaiter, je sais pas, qu'il ait un mec qui se retrouve tout d'un coup chez Pompidou, je passe d'une cendre, hein, je parle pas du père Pompidou, il est mort lui aussi comme Shakir. Sa femme, moi, c'est à un moment, c'est Margerin. Margerin qui passe de 5000 à 100 000, il permet d'éditer 40 mecs, totalement invendables, de leur vivant et après leur mort, et on le sait déjà. C'est-à-dire il n'y a pas de Margerin au regard des cris, il n'y a que des dedans. Voilà. Mais lui, il fait partie aussi des vaillants combattants. On est plusieurs générations quand même. L'idée, c'est qu'au départ, vous faites un truc pour une raison. Et puis, il y a des gens qui perdent la raison en route. Hein. Lui, par exemple, à part sa Ferrari qu'il a garé plus loin comme ma mère garait sa Porsche. Mon hélicoptère. Et pour prendre le vélo, non, lui, il est vrai. Lui, ce qu'il fait, c'est bien. Lui, je vais vous dire, il y a un truc qui m'embête, c'est que je vous parle depuis tout à l'heure de tous ces derniers cris formidables en bas, de tous ces artistes du monde entier, et qu'il arrive à... C'est pas évident à transférer avec des couleurs qui sont les siennes, mais qui pour moi deviennent celles des auteurs. Parce que moi, j'étais le roi des cons quand même. Je pensais qu'il y avait des indications hyper rigoureuses de chaque auteur dans le genre. Alors moi, hein, c'est bleu et vert, et c'est des bandes horizontales parce que je veux pas faire zèbre. Ben non, c'est lui qui interprète ça. Mais il y a un truc, c'est que on n'a pas parlé du tout de Bolino, l'artiste, là, à côté de moi, là. Vous voyez, en gros, si vous n'avez pas connu, vous avez Nervorama, ça, c'est du Steve Ditko, c'est Steve Ditko qui nous a quittés il y a peu, qui a fait Spider-Man.
qui était un fou furieux, qui n'a pas fait l'interview de sa vie, qui n'a jamais été allé dans une convention. Il y a une photo qui circule, la deuxième elle est fausse. Il est devenu, non pas fasciste comme disaient les gens, mais Ayn-Randien. C'est-à-dire, si vous avez le film Rebelle avec Gary Cooper, il faut dynamiter l'immeuble s'il n'est pas comme il l'a voulu, car Ayn Rand, que les fascistes américains ont récupéré, n'était pas fasciste du tout, puisqu'elle disait que l'art était au-dessus de tout, et que tout le monde devait se plier à l'art. Eh bien, il était Ayn-Randien. Alors, il a fait un truc que pour tout Ditko, qui quand même sur la fin était hyper chiant. Là, moi, je reconnais des comics que j'ai lus, mais c'est pas vraiment les comics que j'ai lus. Mais c'est pas méchant, cette interprétation. Elle n'est pas contre. Quelque part, c'est ce qu'il en a retenu comme esprit et ce qu'il en tire lui. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'en fait, Moi, ça m'excite. si je regrette par exemple qu'il n'ait pas encore fait un Joe Kubert, parce qu'il pourrait me faire un beau Joe Kubert. Et Joe Kubert, qui était un type très très ouvert, ça l'intéresserait. Hein, parce que Joe Kubert, il avait à son école des types vraiment, Steve Bissett qui fait Swamp Thing, il voit qu'il fait plein de traits inutiles et tout, et il lui dit continue, au contraire. Ça passera pas à l'imprimerie, mais c'est ton truc. Donc là, c'est son coin comic book, on va dire, cette série-là. Hein. Et si vous connaissez les comics Simus, si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave. Mais comment tu te répartis, toi, pour avoir une œuvre personnelle, est-ce que tu fais ça le week-end, comme on dit, et les séries graphiques, comment tu fais? Je ne dors plus depuis 2 ans. Donc, l'atelier de sérigraphie du dernier cri est ouvert tous les jours. À une époque, j'avais des gens qui travaillaient avec moi, c'était des emplois aidés, comme on est une association. Je précise, c'est une association 1901, un vestige d'une époque révolue. Et maintenant, je suis tout seul. Donc, il y a des gens qui viennent en stage, il y a des artistes qui viennent imprimer des livres avec moi. Parce qu'en fait, moi, ça ne m'intéresse pas d'être éditeur, ça ne m'intéresse pas de faire des livres si je ne fais pas les trucs avec les gens. Tu vois, je fais ça pour faire avec les gens, quoi. Et surtout avec les artistes. Je veux travailler avec les artistes. Et là, il faut qu'ils mettent le nez dans le caca. On fait un film d'animation. Dans mon garage, maintenant, j'ai monté un studio d'animation. On a fait un film d'animation en 4 mois qu'on a passé à l'étrange festival, qui était pour nous aussi un hommage. C'était les 50 derniers cris, donc je me suis dit, on va faire 25 minutes pour l'étrange festival, pour ce monsieur là-bas, tu vois, parce que voilà. Et ça nous a redonné envie de faire des films. Et au final, ça faisait 50 minutes le film, tu vois. Donc là, en même temps que je faisais le film cet été, tout ça, le soir, je dessinais, par exemple, tu vois, ça me détend. Quand je dessine, en fait, c'est le moment où je suis le plus détendu, quoi, tu vois. J'écoute, par exemple, Mauvais Genre en dessinant, tu vois. Ouais. Voilà, là, je suis un peu plus intelligent, tu vois. Et je dessine ces choses-là en écoutant Mauvais Genre, tu vois, le genre, quoi. Alors, ton dessin, on va faire un peu d'Uderzo. Tu dessines tout petit, comment ça se passe? Je dessine à la taille. Non mais tu commences à quel âge? À quel âge? Est-ce que tu commences par faire le portrait du chien à 3 ans et on te dit... non, mais jamais je dessine quand je suis petit. Quand je suis petit, je fais du bruit. Ok. Alors voilà, ça fait pas mal de fois. Hein. Il a parlé de musique, il a parlé de bruit. Moi, à un moment, je me suis trompé. C'est un ex d'Oberkampf qui a divergé. Pourquoi t'es pas dans la musique? Mais je suis dans la musique. T'es dans la musique? Je sais pas. Je suis dans la musique. Non, tu fais de la musique. Tu fais de la musique? Ben oui, je fais du bruit. Ah oui, tu fais du bruit. Non, mais j'écris. Non, mais bon, c'est bon, j'ai fait des groupes. J'ai essayé de faire des groupes. Et les groupes, c'est chiant parce que ce qui est chiant, c'est que les artistes ont un ego insupportable. Et les musiciens, en plus, c'est chiant parce que les musiciens, tu vois, sont sur scène. Donc, au moins, les dessinateurs, ils sont derrière leur planche, on les voit pas, quoi, tu vois. Alors, faire un groupe avec des musiciens, c'est l'enfer. Donc, j'ai dit, j'arrête de faire un groupe. Ça, c'est ton point de vue. Ça, c'est ton point de vue parce que t'as fait un groupe, cet excellent dessinateur qui est Mezzo. Non, mais lui, ne me parle pas de Mezzo, quoi. J'ai joué 2 fois avec lui, il a eu peur, quoi, tu vois. Mezzo, c'est un cas particulier. Mezzo, il est resté, alors que c'est un dessinateur prodigieux, il est resté 10 ans avec Catherine Ringer, parce qu'il disait, chaque fois que je veux m'en aller, elle fait son numéro, par exemple quand elle est enceinte. Moi j'étais là, hop, elle projette du lait sur le spectateur. Alors donc il disait, comme chaque soir j'attends le happening, faut qu'un jour, comme Fred Beltran qui me dit je vais me remettre à la BD, en attendant je fais encore 200 concerts dans l'année, ça fait 5 ans que je l'attends pour un scénario. Alors le rock et la BD c'est un drôle de truc. Voilà, moi j'aime le rock, j'aime la BD, j'aime tout ça, j'aime le dessin, et je me suis dit au final le truc parfait,
c'est l'animation, tu vois, parce que là, maintenant... Tu peux avoir tout. Mais on fait ce qu'on fait là, tu vois. Donc là, on a fait un nouveau film. L'idée, c'est que ce film, tu ne trouveras pas un DVD, parce qu'il n'existera jamais un DVD, en tout cas pas avant des nombreuses années. Il n'existera pas sur Internet, à part quelqu'un qui filme ce film quand on le projette, parce qu'en fait, on va le montrer comme un spectacle, on va jouer par-dessus. Et les gens qui jouent par-dessus, c'est tout le temps des gens différents, c'est des artistes du dernier cri comme Fredo, c'est pas si je vais dans un pays à l'étranger qui ne peuvent pas payer tous les musiciens, mais moi j'y vais, et sur place je trouve des gens qui vont jouer avec moi sur le film. Et donc c'est un truc de hippie, tu vois, comme les années 69, un truc comme ça, des expériences psychédéliques, quoi. Mais un peu plus brutales. C'était il y a 15 jours, c'était dans un cinéma pour le volume 4 de Minuit Fantastique, ou le 3, pardon, fait par Nicolas Stanzik. Vous l'avez vu, si vous avez vu leur documentaire sur le Bataclan, c'est lui et sa femme qui sont dans les 12, qu'on met devant la porte quand les flics risquent de tirer pour tuer les terroristes. Elle est géniale parce qu'elle est sortie en disant « J'aime la vie, c'est génial ». Lui, heureusement qu'il avait 10 minutes à faire, hein. Il a tenu le choc. Et il projette le film de Jean Boulet. Donc le premier homo cuir dur amateur de rock'n'roll qui avait une tête d'Angelo qui s'est fait faire la tête d'un boxeur pour ressembler au personnage de ces trucs, et il fait un dessin animé. Non, il fait pas un dessin animé, il fait un théâtre d'ombre chinoise et tout, donc quelques images, quelques rushs. Moi j'ai le film mais je l'ai perdu, il est dans mes caisses, un jour je vais le trouver, et il fait un théâtre d'ombre chinoise. Et il est aidé par un ou deux mecs, il est aidé par un copain à moi, qui n'a pas encore écrit Rain on Tears pour Aphrodite Child, qui n'a pas encore écrit les chansons de Bachung, Boris Bergman, qui lui fait les intertitres, et par un gamin qui commence à dessiner, mais qui est vraiment pas bon, qui s'appelle Philippe Druyer. Alors sur Philippe Druyer d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote, c'est le cri du cœur. Philippe, il va bien, il s'est cassé 2 épaules, mais elles vont être réparées bientôt, il va redessiner. Et Philippe Druyer, un jour, je revenais de chez... Alors là, je fais le name dropping, je revenais de chez Brando. Il me dit « Waouh, Brando, je voudrais le rencontrer quand même. » Il dit « Tu sais, Lon Sloan, c'était Brando le modèle. » J'ai dit « Putain, que tu dessinais mal à l'époque. » Je m'en suis jamais aperçu. Mais l'histoire, elle est belle, parce que Druyer, qui a quand même fait exploser, avant Moebius, la BD dans les années 70, tout d'un coup, c'est l'explosion. Moebius, qui est un génie graphique, c'est là qu'il va se lâcher après Druyer. Il a traversé un petit purgatoire. Et puis ça y est, maintenant il est à la mode, à nouveau. Alors il y a eu 15-20 ans, comme ça arrive, et il est reparti. Mais là, le voir, il avait 18 balais. Il avait 18 balais. Puis à mon avis, il est passé à la casserole avec Boulet, hein, parce qu'il était beau comme un ange et tout. Oui, c'est la casserole, bien sûr, il s'en cache pas. Mais c'est une belle casserole. Hein. Une belle queue. Voilà. Et ça veut dire qu'il y a des cycles comme ça qui tournent. Et moi j'aime bien les cycles parce que j'allais dire que le type qui va acheter un Druyer chez Glénat, c'est le même qui va acheter le dernier cri. Et Glénat, pour moi c'était le mec de Grenoble qui fait que des histoires historico-machinaux, etc. L'un dans l'autre, c'est là que je comprends plus rien, il a récupéré presque toutes les séries intéressantes des années 70. Elles sont toutes finies chez Glénat, qui se trouve dans son épicerie à avoir un rayon assez fin quand même. Ah, il faut aller voir un produit exotique, épicerie fine, hein. Il faut aussi des albums impossibles. Mais il a... Ouais, il n'y a plus d'éditeurs. Alors si, il y a des éditeurs. Il y a un menu quand il veut bien. Il y a le dernier écrit. Et eux, ils suivent une ligne. Ils suivent une ligne. C'est-à-dire que si vous aimez un truc, vous n'aimerez pas forcément l'autre. Posez-vous la question. Repassez par là. Nous sommes des gens obtus. Il faut rester obtus. C'est comme m'a dit la dernière fois. Tu es obtus. Ouais, je reste obtus. Tout à l'heure, on a eu une super conversation avec une demoiselle qui trouvait que ce qu'il faisait ne correspondait pas à ce qu'elle désirait. Elle avait raison, c'est son point de vue. Je suis hétéronormé, c'est comme ça. Mais en fait, un livre, c'est un lecteur. Et on a mis du temps à réaliser que le lecteur était aussi important que le livre, que l'auteur. C'est-à-dire que, à part la médiation culturelle, voilà, si quelqu'un me dit « Regardez cet homme parce que... » Moi, cette série graphique ou ce dessin que je vois, c'est pas le même que vous. Mais vous avez le droit. Vous pouvez y voir du noir, vous pouvez y voir du rose, vous pouvez y voir du vert. Vous êtes aussi important que l'auteur. Ça, on a commencé à le découvrir avec Georges Lucas, L-U-K-A-S, hein, pas L-U-C-A-S. Hein.
chacun de vous a le droit de regarder une œuvre, de l'interpréter et de la faire sienne, même si l'auteur lui dit que c'est pas du tout ce qu'il a mis, on n'en a rien à foutre. Et moi, ce qui me plaît dans le foutoir du dernier cri, c'est pas un foutoir, c'est un bordel de luxe, rouge, avec de la dorure, comme du temps des bordels que je prends connu d'ailleurs. Mais non. C'est pas ce que tu disais tout à l'heure au bar. Hein. Ouais, c'était pas. J'y suis allé une fois dans un parking au sous-sol à Francfort, à la foire du livre. Foire de la saucisse. Sachant qu'Helmut Newton m'avait dit que c'était l'endroit le plus sordide d'Allemagne, je me suis retrouvé au 4e sous-sol dans une voiture sans roues. Avec une nana qui regardait la télé pendant que je faisais mon affaire, et j'ai récupéré des crêtes de coq que j'ai mis 10 ans à guérir. Bon, voilà. Alors voilà une révélation tout à fait intéressante. Mais elle n'a jamais quitté l'écran des yeux. Hein, elle n'avait pas mis le son. Elle était hyper polie. Non, mais ce qui est la vérité vraie, c'est que moi, si j'achète un livre du dernier cri, bah je sais que quelque part je provoque un livre du dernier cri. C'est un vrai rapport. C'est pas une espèce de marée noire et tout. C'est pas pour ça que j'ai pas acheté un livre des Croix de la Cité non plus. Hein. C'est pas déconner. Mais j'ai l'impression que c'est plus important parce que on participe à une aventure collective minuscule. Quand je dis minuscule, c'est au bon sens du mot. Hein. Ça veut dire que moi, je me souviens de l'époque où j'ai acheté, et j'en revendais plus tard, pour pas grand chose à des Sainte-Claes Oldenburg, c'est bien avant Warhol et tout ça, ça valait pas grand chose, et il était vachement content. Mark Rydell, ses premiers dessins, ça valait 300 € l'aquarelle. Et ça a fait qu'il en a fait 2, puis après le bouquin t'achètes, puis maintenant il faut rajouter plein de zéros. Hein. Heureusement, il y a un collectionneur de génie en Amérique qui le dit jamais, mais je le dis pour lui, tant pis, parce qu'il se cache. Il y a un mec qui a une collection de la mort, son père était un copain de Crumb, et il n'en parle jamais. C'est pas Johnny Depp, hein, qui lui dit oui, j'aime l'art avec un grand A, surtout les films en noir et blanc, parce qu'ils sont plus artistiques. Ouais, bon, ok, un titre, pas. Ouais, bon, je vais vous en dire plein, mais comme ça me vient pas. Non, il y a une collection fabuleuse, c'est Léo DiCaprio. Il a une collection du sculpteur fou, Kukalski, y compris les moules. Il a des histoires complètes de trucs. Mark Rydell, il a acheté 300 tableaux avant d'arrêter, et quand c'est devenu populaire, il est passé à autre chose. Il a la moitié de Wolverton. Il en parle jamais. Son père gère sa collecte. Il dit jamais que j'aime l'art et tout, etc. Dans les boutiques de comics, par contre, des fois, il faut un peu le pousser, parce que sinon, comme il a plus de pognon, il va prendre celui qu'on voulait. Mais c'est le premier qui attrape qui a raison. Hein. Et c'est un œil, c'est marrant. Qui attrape les crêpes de coq avec je sais pas où j'en étais, mais on va revenir avec Paquito Bolino qui lave du noir. Voilà, donc on va faire un nouveau magazine qui s'appellera Crêpes de coq hurlante. Non mais là maintenant, aujourd'hui, on va essayer de comprendre. Tu fais combien de livres, combien de gravzines? Ah oui, c'est quoi un gravzine? Je ne fais pas de gravzine. Alors tu appelles ça comment? Je fais des livres. Alors, tu fais combien de livres par an? La quantité que je peux. Donc ça dépend. Si je pouvais, j'en ferais un tous les jours, mais il y a des gens qui le font maintenant. Alors t'en fais entre 4 et 18 par an? Non, j'en fais au moins un par mois. Au moins un par mois. Un par mois, ça mais fait 12. Des fois, ils sont à 200 exemplaires, des fois, ils sont à 1000, des fois, c'est Charles Burns, des fois, c'est des gens que personne ne connaît. C'est comme alors, ça. est-ce que c'est hyper important, parce qu'on est libéraux quand même ici, hein, comme oui, tous les Français. Est-ce qu'il y en a maintenant où tu découvres qu'ils valent une fortune, ou est-ce que... Je te dirais même que quand je l'ai fait, je découvre qu'ils valent une fortune, tu vois, parce qu'il y a des gens... Oui, déjà. Alors je me suis fait avoir une fois, mais pas deux, parce qu'il faut bien... Donc genre, j'ai fait des livres avec Charles Burns, parce qu'il avait envie de faire un livre avec moi. Je ne vais pas dire non, parce que quand j'ai fait un livre avec Charles Burns, je le vends à un mois, ce qui n'arrive jamais avec les livres que j'ai fait avec le dernier cri normalement, tu vois. Ouais. Donc je peux dire que Charles Burns pourrait être mon margerait à moi, mais malheureusement, il ne vient pas tous les ans, tu vois. Mais je lui ai dit, il vient tous les ans, et tu me sauves la vie, mais il vient que quand il a envie, tu vois. Donc voilà, donc il vient quand il a envie. Donc il fait ce qu'il a envie, je fais ce qu'il a envie. Hein, je suis sa petite esclave, quoi. C'est un américain de merde, quoi. Mais je le fais, voilà. Et donc là, par exemple, ben voilà, c'est vendu, hein, moi. Sinon, alors Benzo, t'as planté, t'as rien fait.
Bon, Mezo, ça fait des années. Mezo, je le connais depuis longtemps. Hein. Je Ouais. le connaissais quand j'habitais à Paris. C'est pour ça que des fois, j'ai joué avec lui à un concert, et là, il ne veut plus jouer avec moi. Mais je faisais trop de bruit avec la guitare. Mais bon, je ne sais pas. C'est le bassiste qui n'aime pas le guitariste, c'est bizarre quand même. Ah, donc t'as Charles Burns. Un Charles Burns, tu tires ça à combien? Ben, 2000 maximum. 2000 maximum. Ça part comme des types, hein. Ben, 2 mois, il a pris. Deux Tu moyens. vois, c'est génial, tu as ton atelier, tu stockes. Parce que mes livres sont stockés dans mes ateliers, moi je ne suis pas de stock à l'extérieur. Ouais. Voilà, tu as ta palette qui arrive avec plein de bouquins, et toujours ça part comme ça. Là. Si ça faisait ça avec tous les livres que je fais, ce serait merveilleux. J'aurais de la place, parce que là j'ai pas de place. Tu vois. Ouais. Donc achetez tout ce qu'il y a là déjà. Appelle, je vous l'ai dit, appelle qui tu veux, mais débarrassez-moi de tout ça. Moi, j'ai de la place. Alors, ouais, il y a De la place. Il y a quand même un truc, il faut faire très très attention avec lui. C'est quand il parle, qu'il dit qu'il tire à 200 à 2000, ok. Oui. Il y a des trucs, moi, que j'ai franchement raté, parce que comme je perds tout dans les taxis, je suis pas comme Bébu, je perds pas les planches que je devais livrer. Mais il m'arrive d'acheter un truc, puis de le poser sur la banquette, sortir du tacmar, et puis... Avec des crêpes de coq. Oui, mais du vrai tacmar sans crêpes de coq, n'empêche que j'ai oublié les trucs dans le taxi. Et bon, alors, maintenant je note le numéro, ce qui sert à rien, parce que je perds plus rien. Non, mais là, tu es stabilisé, tu as une vie normale, tu as un peu de repos. Parce que moi, tu m'emmerdes. Tu me dis, je travaille la nuit sur mes œuvres et tout. Faut alors, pas bah oui, non plus c'est péter bien. un plomb. Faut pas que tu. Demain, que Non, tu mais c'est fasses. ça, j'ai un enfant de 18 ans qui rentre aux Beaux-Arts. Ouais, Alors, voilà ce que vous voulez entendre. Il est grand maintenant, tu vois, il a l'air Il- content. voilà, J'ai il a dit, l'air pourquoi tu vas aux Beaux-Arts? Il m'a dit, parce que toi, tu as l'air de t'amuser. Et voilà, Ouais. c'est bien. Alors, t'as des artistes officiels dans la région. T'as les frères Di Rosa, vous connaissez? Mais Di Rosa, il n'est pas à la région. Di Rosa, il est à Lisbonne et à Paris, quoi. Il n'est pas à Marseille. tu vois. Ouais, il passe. Je connais Di Rosa, Ouais. donc tu veux que je parle de Di Rosa? Ouais, vas-y. On va parler de Di Bah, Rosa. c'est un cousin quand même. Oui, mais je le connais, pas de problème. Alors, Di Rosa, la première fois où on m'a parlé de Di Rosa, c'était à l'Institut de Beaux-Arts, tu vois. Donc, je connaissais plus ou moins, mais je m'en foutais. Je passe mon diplôme aux Beaux-Arts. Et là, les mecs, ils me disent, mais comme tu disais tout à l'heure, ça sert à rien que tu fasses ça, il y a déjà Di Rosa. Alors, moi, je leur dis, j'en ai rien à foutre de Di Rosa. Moi, je fais ça, quoi. Ce que j'ai dit à Di Rosa quand je le rencontre des années après, tu vois. Et un jour, Di Rosa, il ouvre le musée Le Miam à 7, quoi, tu vois. Et un jour, il m'appelle, il me dit, ouais, Paquito, c'est très bien que tu fasses l'exposition du dernier cru au Miam. Je dis, ben oui, bien sûr. Ok. Alors moi, je vais au Miam, j'ai visité le Miam et tout. Je lui dis, c'était il y a 10 ans, même plus de 10 ans, quoi, tu vois. C'était genre les 10 ans d'écrit, donc c'était il y a 15 ans, tu vois. C'était plus longtemps. Et puis l'expo, elle n'a pas lieu. Mais personne ne m'appelle, personne ne me dit pourquoi elle n'a pas lieu. L'expo n'a pas lieu, donc moi j'appelle, et alors c'est quand qu'on vient. Ah non, on ne la fait pas. Ok. Le temps passe, le temps passe. Mais moi, je suis quelqu'un de méchant. Et quand j'ai bu du pastis, surtout là, je deviens de plus en plus méchant. Et là, je me retrouve il y a 6 ans à Montpellier. Et il y a une expo de Manuel Ocampo, le peintre philippin, qui expose au Miam en même temps, quoi. Et Manuel Ocampo, je le connaissais, donc je vais le voir. Et il me dit, ouais, on a une fête après, tu peux venir avec nous? Je viens. Et là, j'arrive, mais là, je vois Di Rosa en train de parler. Et j'ai dit, Di Rosa! Ah, Paquito, il faut que je te parle. Et là, j'ai pris la tête toute la soirée, tu vois. Genre, on se gueule dessus comme des sudistes, tu vois, des poissonnières de secte, quoi, tu vois. Et à la fin, il me dit, ah, c'est bon, voilà, c'est ton exposition. Je dis, mais c'est fini, c'était il y a 10 ans, l'expo du dernier cri, maintenant. Tu veux faire quoi? Je dis, ben, je vais faire l'expo avec les artistes japonais underground. Il me dit, d'accord. Et c'est comme ça que j'ai fait, donc, il y a 4 ans, une expo qui s'appelait Itanuma, comme le style Itanuma, au Miam à 7. Et c'est comme ça que j'ai pu faire venir des artistes japonais underground, comme Nemoto, comme Sekitani, je sais pas, des gens, tu vois, qui n'avaient jamais sorti du Japon, quoi, tu vois, qui ne parlent même pas un mot. Et c'était génial, tu vois. Donc voilà. Donc Di Rosa, j'ai fait ça avec lui. Alors l'histoire de Di Rosa, elle est rigolote parce qu'un jour il m'attrape, il faisait une expo chez Michel Leclerc. Alors je viens de voir. La Fondation faut pas. Bell. Leclerc, moi je l'aime bien parce qu'il a fait un bouquin qui est encore mieux que celui sur Métal Hurlant. Sur Métal Hurlant est sûr à suivre. Il a acheté des planches, une fortune à certains dessinateurs qui parfois étaient dans la merde. C'est pas non plus un ange, hein, mais c'est comme il dit, quand je fais des bouquins, je veux bien faire des bouquins qui ne me rapportent pas d'argent, mais je ne veux pas en perdre. Mais il a quand même fait des trucs. Et là donc je tombe sur Di Rosa, je vais à l'expo. Et Di Rosa, il me dit, oh putain, tu m'as sauvé la vie, toi, je te dois tout. Je dis, ah, tu dois tout, ok. Il dit, voilà, il dit, en fait, c'est pas toi, hein. T'étais pas là, ce jour-là. Mais c'est un autre
j'ai amené mes BD, je faisais un peu du schlingo, mais c'était pas schlingo tout à fait. Et je sais plus, je dis c'est Manœuvre, il dit non c'est pas mal, c'est un autre. En tout cas il m'a viré. Il dit ah ben t'as l'hurlant, tu te rends compte, j'aurais fait comme schlingo, j'aurais vendu 2000 bouquins, vous m'avez viré, là j'ai fait l'artiste. Et là je suis bien à l'aise. Hein. Heureusement que vous m'avez foutu dehors. Merci encore. Alors voilà, moi j'aimerais que... Je vais vous demander, personne n'a jamais de questions, mais si vous voulez qu'il vous décrive le futur dans 50 ans, si vous voulez savoir quelque chose, c'est peut-être un peu le moment, y compris, par exemple, un artiste qui a travaillé avec lui, est-ce qu'il est sympa, comment et tout, enfin, est-ce que quelqu'un a envie de dialoguer? Allez, pose des questions. Menu. Qu'est-ce que je vais te dire? Moi, rien. Mais t'as droit, t'as une question. Oui, grosso modo, je crois que effectivement, il y a peut-être un retour à ce qu'on appelle micro-édition, et l'important dans ce cas-là, c'est d'avoir les moyens autonomes de sa propre production et de sa propre diffusion. Donc forcément, on est dans un domaine où on n'est plus dans des tirages délirants, etc. Mais là, moi, je suis en stand-by d'édition depuis 4-5 ans. J'ai pas envie de revenir dans le système diffusion, distribution BD que j'ai connu et qui me prend la tête. Donc si je refais de l'édition, ce sera de la micro-édition, ce sera comme Papido, ce sera des petits tirages, ce sera de photocopies, ce sera de la sérigraphie ou de la reprographie à 200-300 exemplaires, 1000 maximum, parce que je pense que c'est ça que j'ai envie de faire. De la mesure où, comme Papito, j'ai envie de faire exister des livres, mais j'ai plus envie d'avoir affaire au système de diffusion qui me prend la tête, parce que quand j'ai commencé l'association, on avait une espèce d'autoroute devant nous. La première génération, on va dire, d'éditeurs de BD alternatifs, Cornelius, le Frémoc et autres, on avait la paix, quoi. Mais maintenant, il y a trop de structures, il y a les gros qui font des fausses petites structures, on ne s'y retrouve plus. Il y a eu un moment où je connaissais chaque auteur, chaque structure, soi-disant indépendante. Maintenant, j'arrive dans une librairie, je vois 10 éditeurs que je ne connais pas, 50 auteurs dont je n'ai jamais entendu parler. Et en plus, des fois, c'est très bien. Donc, on ne s'y retrouve plus. Et donc, il y a à la fois un côté, blasé, et toujours quand même l'envie de faire quelque chose de différent. Mais, si on garde une espèce d'acuité d'esprit, la différence, elle se déplace. Parce que ce que j'ai fait, par exemple, il y a 20 ans, tout le monde le fait. Donc, si j'ai envie encore d'être excité, je dois me déplacer pour faire maintenant le contraire de ce qu'ont fait les autres, et donc ce que j'ai fait moi, et donc ce que tu as fait toi. Et c'est comme ça qu'on avance. Ouais, et puis il y a quand même un truc, en province, il y a beaucoup maintenant de micro-librairies. Je pense à une micro-librairie qui est ouverte à Bordeaux. Vraiment, il a 10 mètres carrés. Et il est ni BD, ni rock, ni machin, mais il défend 30 bouquins, dont il a des piles. Eh bien, je vous jure que sur les 30 bouquins, moi, je n'allais pas à Bordeaux pour en venir avec 2 valises, j'en ai acheté 7 ou 8 dont je n'avais jamais entendu parler, et que je n'avais jamais vu nulle part, et que je n'ai revu nulle part. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de guérilla aussi libraire. Le libraire, maintenant, il ne peut plus prendre tout. Il ne peut plus prendre même un éditeur. De toute façon, un éditeur, c'est 200 titres ou 300 titres. Et il y a un retour, non pas à des regards modernes, parce qu'on ne peut pas être personne des Jacques Noël, mais un retour à des éditeurs qui vont... moi, je me suis fait... je ne sais plus où c'était. Je suis rentré des oreilles il y a 3-4 jours. Et je me suis bloqué 10 bouquins de 10 éditeurs que je ne connaissais pas. C'est derrière Bastille, je me suis trompé de rue parce que je suis dyslexique, donc j'ai pris à gauche au lieu de droite. Le mec en plus c'était un réduit un peu comme le célèbre bar, le trou dans le mur, où il y avait la place pour une table, et puis après il y avait le trou dans le mur. Et il y avait, j'ai tombé sur 10 bouquins à tomber. Le mec qui avait fait Londres Express, que vous ne connaissez pas, c'était dans la série noire, il s'appelait Peter Lugam. Et il a fait Londres Express, on est dans un train dans la tête d'un fou
qui est serial killer et qui a des bons souvenirs de toutes les femmes qu'il a égorgées, tronçonnées. Et tout le récit, c'est tous ces souvenirs merveilleux de toutes ces femmes qu'il a nucléées, coupées le nez et tout, etc. Et bien, il y avait le deuxième bouquin de Peter Lugam, dont on n'a vu qu'une photo, qui a disparu. Ils disent que les droits d'auteur sont là, personne ne sait s'il est mort ou vivant. Et j'ai commencé, et là, bon, ça commence bien, parce qu'il est dans sa morgue, et il commence à choisir la morte qui fera ça lui. Hein, parce que les âmes fraîches, mais des fois, une vieille morte. Ça a l'air bien barré aussi. L'éditeur inconnu, total. Le bouquin existe. C'est là qu'il est hyper vital d'aller dans cette petite librairie. Il est hyper vital de dépenser 10 euros ou 20 euros chez lui. Il va tenir ou il ne va pas tenir. S'il tient, dans la ville ou n'importe quelle ville où vous êtes, s'il tient, s'il se maintient, parce que j'en vois autant s'ouvrir en ce moment que fermer. Et c'est des mecs qui ont le feu sacré. Il y a plein de petits mecs qui arrivent, dans tous les sens, dans toutes les villes, des fois dans des bleds impossibles. Et il y a les gens, il y a les lecteurs, mais il faut que les lecteurs, il faut qu'ils sortent. Il faut quand même acheter le bouquin, là, voilà. Et moi, allez, Bureau, dis-nous quelque chose. Dis-nous, là, aujourd'hui, comment tu vois le monde? Chacun son tour. Non, mais ce que tu veux, si tu as envie de nous parler du Rustica, revue que tu collectionnes depuis toujours, c'est bon. J'en profite pour dire à Paquito, parce que je ne l'ai jamais dit en face, un grand respect pour lui, le travail qu'il fait et les artistes avec qui il travaille, parce que ça fait quand même 25 ans que ça dure. Oui, 25 ans, c'est pas rien. Et garder cette ligne radicale et collective, félicitations. Voilà. Merci. Et la deuxième chose, c'est pour les personnes qui n'ont pas vu le film qui est passé à l'Étrange Festival, qui s'appelle Mondo DC. Donc Paquito vient de dire qu'il y aurait à chaque fois une représentation différente avec une bande-son différente. Je dois dire que je n'ai pas été scotché comme ça depuis longtemps. Merci. Voilà. C'était ton cadeau. En tout cas, la prochaine fois qu'on va le faire, donc c'est vendredi prochain, dans le cadre de Formula Bula. Si vous avez déjà fait une croisière sur le canal de Lune, vous allez découvrir la croisière de la mort, la dernière qui nous restera. À l'aller, on fait de la sérigraphie, au retour, on vous fait le film. Et vous verrez Paris d'une manière différente après. C'est pour 5 € la semaine prochaine, pas cher, pas cher. 5 €, c'est ça, 5 €, hein, c'est bon, venez. Alors, ceux qui ne viendront pas, qui sont là ce soir, on les retrouvera, on les tuera, et on leur filera une crête de coq, n'est-ce pas? Voilà. Alors, un autre jour s'élève sur la Camargue, c'est l'heure du macareux à Col d'Orée. Je viens de Belgique, je viens de Mons. À Mons, il y a un type, un fou, il travaille dans une multinationale, il gagne très bien sa vie, sa femme achète pour la plus grosse vente de Belgique des œuvres d'art. Elle a continué sur les contemporains et tout. Et puis il a monté une maison d'édition qui s'appelle Des Instruments Mobiles. Et voilà, nous sommes Et le premier bouquin, ça s'appelle Une année en enfer. Alors le dessinateur, moi j'aime que ceux-là. J'aime que les sauvages et les classiques. Le milieu ne m'intéresse pas. C'est un dessinateur qui s'appelle Tito, qui a fait une série qui s'appelait Jaune, avec un policier assez étrange. Parfois, il faisait par exemple des plans de télé comme ça, et Gire, je parle pas de Moebius, disait, lui, quand il fait ça, ça tient. Et quand Taniguchi, que tout le monde connaît maintenant, qui nous a quittés récemment, est venu en France, il a voulu rencontrer Tito. Et Tito, il s'est un peu tu, parce que lui non plus, il ne comprend plus la géographie des éditeurs. Son éditeur d'origine lui dit, ouais, ton dessin, c'est bien, mais enfin, bon, maintenant, c'est un peu vieux, quoi. L'autre éditeur qui l'a vu lui dit, ouais, c'est très classique ton dessin classique, quoi. Et il s'est mis avec Yann Bucois. Alors Yann Bucois, c'est donc la bande Godin, tout ça. C'est celui qui tous les ans essaie de coucher dans le lit du roi de Belgique. Il a arrêté la dernière fois, c'était assez violent. Et maintenant il dit, je ne veux pas me faire tirer dessus. Yann Bucois a fait un texte incroyable. Et Tito a fait les dessins. Et alors les dessins de Tito, si vous voulez, je vais vous dire l'affaire, elle est pas très jolie. Il a fait des dessins très très retenus. Il y a même une goutte de sang. Et c'est une histoire vraie qui s'est passée il n'y a pas très longtemps à Mons. C'était le dépeceur. Le dépeceur,
Il a sévi à partir de 93 pendant 7-8 ans, en France aussi, mais la police française a un peu étouffé l'affaire. Et il dépeçait des prostituées. Et alors, il prenait une voiture, on ne sait pas, un camion, et il faisait un sac poubelle, et il remplissait de jambes. Dans une autre ville, il mettait que des oreilles d'aînés. Dans une autre oreille, il mettait que des viscères. On a pu constituer à peu près 3/4 d'un corps, mais jamais un corps entier. Il manque des bouts toujours. Et Bucquoy raconte ça. Le dépeceur, il n'a pas été pris. Le dépeceur, il n'a pas été pris parce que le juge d'instruction en Belgique, c'est le juge d'instruction qui décide. Il dit, il tue des putes, faut pas que ça vous prenne plus d'une semaine à la police. Donc il a continué à dépecer, et puis il a arrêté pour l'instant. Et donc il y avait l'exploit à Mons, il y avait ce livre, Si je peux, voilà, Une année en enfer. si je peux vous interrompre. C'est lui. Ce mec-là, en plus, il déposait les sacs dans des rues qui étaient en relation avec les meurtres. Voilà. Genre Voilà. rue des entrailles ou Voilà, rue de machin. voilà. Alors vous avez le récit clinique très très froid par Bucquoy qui a été resté très très tendu comme ça. Tito qui fait des dessins très. Et c'est une histoire de fou parce que le dépeceur, on est sûr qu'il est là à Mons. On a rôdé dans les mauvais quartiers jusqu'à l'heure où il ne faut plus y rôder quand on n'est pas venu pour attraper des crêtes de coq. Et puis on est reparti. Mons, c'est une drôle de ville, c'est une ville magique. Il y a quand même une rue en dessous. Il y a l'eau qui court, l'eau noire, où il y a des scellures de 3 mètres. C'est une ville de sorciers. Et C'est Albi. c'est une ville de fous. Parce que un jour, la ville de Lyon, un lieu magique, Lyon quand même, c'était la ville des sorciers, hein, c'est la ville où il y a Merci Mario Marchal Le Pen. ils me disent carte blanche, ils me disent carte blanche, Lyon, vous faites ce que vous voulez. Je dis on va faire des sorciers à Lyon, puisqu'au 19e siècle vous avez des sorciers partout. Ah non, on voulait parler du pont mobile, de l'échangeur routier, de l'immeuble de Jean Nouvel. J'ai dit bon, ça va pas être possible. À Mons, ils ont été chercher des sorciers, les sorcières qu'on a brûlées, qui étaient évidemment des femmes innocentes, ils ont été chercher le dépeceur, et Mons a montré que c'est démons. Et ce qui est très marrant, c'est que il a dédicacé 130 bouquins, ce qui n'est pas évident pour un mec comme Tito, dont pas mal d'anglo-saxons qui, eux, sont habitués dans leur pays à revendiquer Jacques l'Éventreur ou Charles Manson. Pour eux, c'est naturel de parler des démons. En France, ça serait impossible. En Belgique, si c'est possible. Et Une année en enfer, au désastre immobile, à lire comme ça, c'est pas agréable. Hein. Ça n'a rien à voir avec lui, ça a tout à voir. C'est le dessin le plus sauvage face au dessin le plus classique. Comme je vous ai dit, le milieu, je m'en contrefiche. Ce que j'aime, c'est ça, qu'une espèce de perfection académique, comme ça, ou alors lui, et puis... C'est le killer, c'est tout. C'est Bucquoy et Tito à la préface de Jean-Pierre Dionnet, 101e préface, j'ai dit que c'était la dernière. La première, je l'ai faite, j'avais 17 ans, c'était pour le Coucou masqué. Et Nikita Mandrika m'a appelé de Suisse et il m'a dit j'ai réédité mon œuvre complète puisqu'aucun éditeur n'en veut, je voudrais que tu fasses la préface. J'ai dit ça va pas être possible parce que j'ai dit que j'arrêtais à 101, je me prends pour Scheherazade moins 0 là, 1001 nuits, 101 préface. Je dis oh non c'est bon, toi c'est la 1 bis, je vais reprendre celle que j'ai fait à 17 ans et puis je vais compléter. Et si j'ai préfacé ça, c'est parce que je trouve que c'est un bouquin de fou total. Je lisais les textes, je n'avais pas encore vu les dessins, et ça poisse, hein, ça poisse. Parce que l'affaire, elle est bien pire que ce qu'il raconte. Lui, il commence à donner des détails, mais dans le livre, dans un bon film. Et non, il est trop jeune pour s'appeler le dépeceur. C'est le fils du dépeceur, il a aidé à passer les sacs. Non, Il sait où il les a posés. on pense qu'il est passé, on n'a pas eu le droit de mettre une caméra pour voir les gens qui rentraient. Mais il y a un mec assez classe, la soixantaine et tout, et on disait, comme ça, on rigolait bien, t'as envie. Il s'apprête le dépeceur, le mec il fait. Et puis il tend le livre à Bucquoy, qui dédicace à son tour, et il dit merci. Il s'en va, puis il fait. Décidez-moi les gens. À mon avis, c'est le dépeceur qui se collectionne. Donc c'est le premier livre sur lui, il attend le suivant, donc il va se remettre au boulot bientôt. Il y a des dépeceurs, Voilà. il y a aussi des cannibales. Ah ouais, mais ils ont tout en Belgique, ils ont tout en Belgique. Mais il parle d'autres affaires, il parle des tueurs du Brabant. Il parle des tueurs du Brabant. Et les tueurs du Brabant, donc,
Les tueurs du Brabant, ils ont tué dans toute la Belgique beaucoup de gens de manière extrêmement violente. Et un flic, qui est incarné ici par le jaune, a dit c'est forcément des mecs de chez nous. La manière de tirer le truc comme ça, c'est forcément des flics qui des fois se payent un carton. Il dit il y a l'impact des balles, les munitions qu'ils utilisent, la manière dont ils ont chopé les mecs, c'est les mecs de la maison. Mais on ne sait pas qui. La maison Poulaga, on sait ce que c'est. La maison Poulaga. Voilà, un autre jour, une autre nuit arrive, vous pouvez encore descendre, pas quitter Molinet. Si vous voulez acheter un, faites gaffe parce que c'était le dernier de la série, c'est ça le problème. C'est que je sais qu'il refait une tournée mondiale en décembre en passant par Paris. Non, en décembre je le fais, et alors tu vas venir. Voilà. Tout le monde va venir. Ah ben moi je vais venir. Parce qu'à Paris, les salles d'exposition sont trop petites, en tout cas pour moi. Donc au mois de décembre, on fait un festival de micro-édition le 15 et le 16 décembre, ça s'appelle Vendetta, et en même temps, c'est l'ouverture de l'expo des 25 ans du dernier cri. L'expo où là, il y aura tous les artistes, là il y aura toutes les œuvres qui ont été créées pendant 25 ans, là il y aura des écrans vidéo partout qui diffuseront toutes les images qu'on a animées, et ça a lieu à Marseille, à la Friche Belle de Mai, et ça dure 4 mois. Donc 4 mois, vous avez le temps de venir. Bon, les gens viennent au vernissage, les autres viennent après. Voilà. Alors, bon, donc, Marseillais, moi je vais Lui, s'il vient pas, je vais le faire, moi je vais le faire, attends. J'aurais fini de rédiger mes mémoires, où je raconte ma vie, donc en décembre. Je suis Marseillais, tu me le mets sur un mail, sinon je vais oublier. Hein. Non, mais chaque fois je t'écris sur Facebook, et voilà, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Donc je viens. Je suis dans mes mémoires. Hein. J'ai découvert que mon père c'est bien mon père s'est bien engagé à 14 ans à la guerre de 14. Et il m'avait dit, il a raison, c'est parce qu'on mange bien à l'armée. Et qu'en 18, il était un peu blessé, quoi. Alors, je suis dans mes histoires à moi, tu vois. Tu vas fouiller, des fois on fouille des trucs. T'es pas mort, ton histoire à toi continue. Donc, voilà, l'histoire continue, de toute façon l'histoire continue. Alors, et moi, je vais aller à Marseille, je descends avec toute ma famille, parce que j'ai le fils, j'ai les filles et tout. Et ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Et ça, je suis très très fier que mes enfants n'aiment pas la même chose que moi. Parce que si c'était la même chose que moi, ce serait la bande à clones. Hein. On n'a pas besoin. Non, mais la micro-édition, moi, j'en ai retrouvé. J'ai jamais ouvert mes caisses depuis 30 ans, je veux dire la vérité vraie. J'ai trouvé quelques trucs d'il y a 30 ans. Waouh! Il y avait des trucs, il y a toujours des trucs. Alors bon, il y en a, c'est vrai, c'est des vrais livres. Hein. Donc je peux les retrouver sur Amazon, mais il y en a quelques-uns où ça se déplie comme ça et tout. Il y a des trucs où ça granule un peu quand on touche. Et ben ceux-là, l'odeur n'est pas la même, ils vieillissent mieux. Le livre normal, traditionnel, en plus, des fois, il a tendance à se césariser. Le livre en sérigraphie, comme on a fait attention de le mettre entre deux papiers, parce qu'on respecte, il est bien. L'autre, vous en tirez celui du dessus, des fois, 30 ans après, et vous avez toute la pile qui suit. C'est dommage. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais partager un secret avec vous. Non, ça y est, j'ai partagé tous les secrets. Ah ouais, pour 1 euro, à peu près 1 euro, si vous avez l'occasion de tomber sur des gros bouquins comme ça, qui s'appellent les recueils de sélection du Reader Digest. Ce sont des romans résumés, s'ils font 800 pages, ils en font plus de 150. Sauf que, moi je viens de là. Je viens de là parce que je viens du même livre que Giraud, qui était un journal des voyages avec les pénitents de Gustave Doré, et je viens de sélection des romans condensés à 1 euro. Au-dessus, vont pas, mais il faut que le dos soit impec. Hein. Sinon, vous achetez pas. Et quand le Saturday Evening Post, qui est la plus grande revue illustrative du monde, où il y a Norman Rockwell, qui est maintenant considéré comme un artiste, il a fallu longtemps, et tous les grands illustrateurs américains, quand ils s'écroulent, il y a Sélection, qui est une revue qui vend 2 millions d'exemplaires en France. Et tous les illustrateurs américains, Noel Sickles, qui a créé le style Terry et les pirates, Norman Rockwell, Dean Cornwell, ils sont dans Sélection, en micro. Et c'est à tomber par terre. Alors, le résumé du roman, vous pouvez le lire, hein, c'est même bien. Vous avez Comme un torrent, dont Minelli a fait un film. Mais les illustrations sont sublimes. Vous avez un illustrateur qui a travaillé avec David Grubb, l'auteur de La Nuit du Chasseur. La Nuit du Chasseur, je ne peux pas dire chasseur gladiateur, il y a un autre mot. La Nuit du Chasseur,
les illustrations, c'est déjà le film de Charlottone. Parce que David Grub lui a indiqué le truc sur le pont où il a fait le nain et tout, et ça coûte 1 €, ça trouve partout. Là, tu casses le marché, monsieur, tu casses le marché. Pour ça, tu vas acheter le livre, tu vas acheter le livre à 1 €, monsieur, tu casses le marché. Moi, je m'en vais à Marseille. Mais ouais, 5 c'est 5 €. 5 c'est 5 €. Donc vraiment, c'est à tomber par terre de beauté. Et ça vaut rien. Et puis en plus, beaucoup de films que vous avez vus viennent de romans là. Donc le résumé, c'est marrant. Et il va revenir, le Luchador. Alors maintenant, l'ange jaune. Voilà, c'est terminé. Il n'y a plus rien à voir. Par contre, en bas, il y a des derniers cris. Et certains, il ne reste que 3 exemplaires, m'a-t-on dit. Ils sont là. Passez une excellente soirée, bon cauchemar ou vos jolis rêves. Voilà.